J'ai l'habitude de dire qu'entrepreneur, ça relève d'aptitudes naturelles, des aptitudes qu'on porte en soi, et en gros, l'aptitude à avoir des rêves et des projets, l'aptitude à faire les premiers pas dans l'inconnu, l'aptitude à vivre avec une part de risque, l'aptitude à convaincre et entraîner les femmes et les hommes qui nous entourent. Alors, si j'ai bien une certitude ce matin, c'est que j'ai rendez-vous aujourd'hui avec un vrai entrepreneur. Qui plus est, un entrepreneur capable de parler de son parcours avec beaucoup d'authenticité. J'en déduis qu'il a aussi la capacité à se regarder tel qu'il est, sans chercher à paraître parfait. J'appelle ça, moi personnellement, la vraie humilité, se regarder comme on est, avec ses forces, ses vulnérabilités, sans chercher à paraître différent. Bonjour Rémi Bourdier. Bonjour Bruno. Rémi, je suis très honoré que tu aies accepté mon invitation. Et avant toute chose, je voudrais dire que je trouve formidable que Réseau Entreprendre, on parlera de Réseau Entreprendre tout à l'heure, que Réseau Entreprendre t'ait choisi toi, Rémi, pour être son président. Comment un président qui ferait semblant d'avoir tout réussi pourrait incarner un réseau d'entrepreneurs qui savent tous qu'entreprendre, c'est un chemin semé, certes de joie, mais aussi d'embûches. A contrario, un président comme toi, capable de parler simplement et en vérité de tout, de ses succès et de ses échecs, donne justement le signal qu'entreprendre, c'est accessible au plus grand nombre. Alors avec toi, Rémi, j'ai envie que nous parlions de l'entrepreneur, des capacités d'adaptation qui sont nécessaires face aux vicissitudes de la vie, de l'entreprise. Et puis, aussi parler de l'engagement, car président de Réseau Entreprendre, c'est une lourde responsabilité et sans doute une lourde charge en plus de diriger ton entreprise. Le moment est venu de te présenter. Je commence et je te proposerai de continuer. Rémi, tu as 58 ans, tu es père d'un fils de 23 ans, tu vis avec ta compagne depuis 2 ans et demi sur Boulogne-Billancourt, même si le siège de ton entreprise se trouve en Auvergne. Tu qualifies tes études de succinctes avec un BTS en service informatique et ta vie professionnelle a démarré dans le développement de logiciels de gestion de projet et en allant installer les applicatifs chez les clients, tu t'es découvert plus d'intérêt pour les humains que pour les machines. À 25 ans, tu rentres chez un copain de ton père pour faire du commerce dans le domaine des capteurs et mesures industrielles. Tu reçois ceci comme principal conseil de ton boss. Tu as juste à bien écouter le client et à t'intéresser à lui. Et tu es vendeur jusqu'à 35 ans. Vendeur, un mot que tu aimes. Le reste de ton aventure d'entrepreneur, je te laisse nous la raconter, Rémi. Merci Bruno, très belle synthèse, comme quoi on peut résumer 58 ans d'existence en 2 minutes, c'est possible, tu l'as bien fait. Effectivement, je vais commencer par sur le parcours, tu l'as un peu évoqué, un gros parcours de vendeur, hein. Effectivement, on a plutôt l'habitude maintenant de trouver des termes très techniques à des métiers tout simples. Ingénieur technico-commercial, et j'aime bien ce mot vendeur qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est s'intéresser aux autres pour comprendre leurs problèmes et essayer de leur trouver des solutions. Voilà, c'est ça vendeur, hein. C'est ni plus ni moins vendeur de services, vendeur de produits, et puis surtout aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la base de vie d'une manière générale. C'est ce que j'ai essayé de m'appliquer à moi-même. Donc, à l'issue de ces années de salarial, hein, de salarié, j'ai eu à un moment donné un parcours dans ma vie à 35 ans, et je vais démarrer de là. On va gagner un peu de temps comme ça. Très bien. De parcours où j'avais vraiment une forme de frustration au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais salarié, et j'avais des clients qui me demandaient des choses que je n'arrivais pas et que je ne pouvais pas mettre en place. Alors, mon mentor de l'époque, mon patron de l'époque, qui m'a énormément appris, me disait écoute, non Rémi, ça fonctionne bien comme ça, on continue. Et là, je pense que c'est un peu ce sentiment de frustration et cet esprit qui a cultivé cet esprit entrepreneurial que je devais effectivement avoir
au fond de moi, alors que c'est pas du tout familial, hein, Est-ce, pas du tout. est- Oui. est-ce que d'ailleurs, ça pourrait être un signe de reconnaissance qu'on est entrepreneur quand on est frustré dans un boulot de salarié? Ça peut être, ça a Ça été, peut. je pense que ça a eu été mon cas à cette époque. Mais au fond de moi, tu l'as évoqué, hein, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on l'a au fond de soi? Je pense qu'on a quand même une ADN d'entrepreneur. Peut-être que les chercheurs nous la trouveront plus tard. Et soit on la met en avant, soit on la laisse de côté. Bon, et ben à ce moment-là, c'est le tournant des 35 ans. Moi, je l'ai cultivé, je l'ai mis en avant sur cette frustration que je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire. J'ai dit, bah, le seul moyen de le faire, c'est de le faire par moi-même. Et je suis parti de cette entreprise avec tout le respect à ce patron de l'époque, et j'ai créé et mis en place ce que les clients me demandaient de mettre en place. Donc forcément, c'est simple. Et ça a forcément marché. Et j'ai été voir des clients que je n'avais pas l'habitude de voir pour pas être en confrontation et en direct sur le terrain avec mon ancien patron. Et j'ai fait ce que je savais faire, vendre de l'instrumentation industrielle. Voilà. Et ça a duré 1 an. Donc, et à l'issue de cette année, je travaillais avec une entreprise clermontoise qui s'appelait OTI à l'époque et qui était un peu sur le déclin. Je leur vendais des solutions d'instrumentation industrielle, comme tu l'as dit, des capteurs. Et le directeur commercial de l'époque, c'était une petite structure, hein, de cette personne, me dit Rémi, rejoins-nous et rachète-nous. Parce que nous, on va pas bien et ton dynamisme et ton état d'esprit nous convient et on se retrousse derrière toi. Et ça m'a porté, j'ai réfléchi, j'ai plongé. C'était pas du tout mon objectif. Mon ambition dans la vie, c'était peut-être d'avoir une petite entreprise de 2 techniciens, une assistante, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Et j'ai franchi ce pas. Donc j'ai acheté cette entreprise avec pas mal de vicissitudes parce que j'avais pas d'argent, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie, mais peu d'argent. Mais il faut admettre qu'à l'époque, on prêtait quand même. Je comprends que ton moteur, c'était plus la recherche d'autonomie qu'une ambition que tu avais écrite dans ta tête ou quelque part. C'était plus le besoin d'autonomie. Et là, les circonstances font qu'en 1 an, tu passes de 1 à 8. Voilà, de 1 à 8, ce qui était pour moi énorme. D'abord, c'est pas prémédité, pas prévu, et on passe de 1 à 8 avec une idée toute simple, c'est que mon terrain de jeu, c'était l'Auvergne, et que de m'adosser à cette société-là, le terrain de jeu passait de l'Auvergne à la France, au national, avec des perspectives énormes en termes de territoire et puis surtout en termes d'idées, puisque cette société que je rachetais avait une implantation forte dans des industries très ciblées, qui étaient des énormes chaufferies en France. Et puis moi, c'était d'adosser mon expertise de process à ce marché-là. Et l'avenir m'a donné raison. Donc à l'issue de ce rachat semé d'embûches, je vais pas rentrer dans le détail, mais alors là, j'en ai des anecdotes, j'en ai un paquet. Semé d'embûches, à l'issue, cette année, j'ai racheté cette entreprise. Au bout d'1 an, j'avais même pas de bilan à présenter à mes banques, hein. Et au bout d'1 an, je rachète l'entreprise et je déroule pour arriver à surfer sur d'autres opportunités, puisque je pense que l'entrepreneuriat aussi, c'est écouter ce que l'on vous apporte, caresser vraiment dans le sens du poil toutes les opportunités qui se présentent à vous, les gens que vous rencontrez, et d'être capteur soi-même de toutes les informations que l'on reçoit, et dire tiens, là il y a un truc. C'est du ressenti, hein. Plan, c'est important, c'est primordial, mais c'est le ressenti, l'approche que l'on peut en faire de l'information que l'on capte, l'intuition. Qu'est-ce que je vais en faire? Et cette deuxième intuition, un jour, j'ai reçu rapidement, hein, c'est une autre anecdote, j'en ai plein, j'en suis bourré d'anecdotes, mais je reçois un courrier d'un ancien cadre d'EDF et qui me propose une nouvelle aventure. Il l'a proposé à d'autres. J'étais le seul à lui répondre. Je le reçois et on a démarré sur cette opportunité-là avec une nouvelle ambition, un nouveau challenge, un nouveau métier métier qui était vraiment Alors, c'était quoi?
matériel et de la vente de services. Là, c'était de la prestation de services, exclusivement de la prestation de services dans le domaine de l'énergie, avec un nouveau métier que je ne connaissais pas, pardon, qui était le releveur de compteurs. Voilà, au sein d'une entreprise de l'époque qui s'appelait EDF, hein, avant d'être ERDF et maintenant Enedis. Et c'était un métier nouveau, hein, qui était fait dans la grande maison à l'époque et qui allait être externalisé pour arriver à ce que l'on connaît maintenant, l'arrivée du Linky maintenant. Et j'ai dit oui. Alors, au départ, quand j'ai reçu ce cadre qui m'a proposé cette opportunité-là, dans l'esprit, c'était plus pour moi la possibilité de rentrer chez EDF et vendre mes solutions, et ce que je savais faire, parce que dans les barrages et les centrales thermiques. Et puis, au fil de l'eau, je me suis pris un peu au jeu, car c'est aussi un peu le jeu de la vie. Et je me suis dit, mais à l'heure actuelle, c'était l'avènement de l'Internet aussi vraiment qui explosait. La vente devenait de plus en plus compliquée parce qu'on était en concurrence directe avec l'informatique et la vente en direct, en ligne, par l'Internet. Et les clients commençaient à devenir un peu compliqués. À chaque fois qu'on proposait une offre, on avait une offre en face de nous en Internet avec nos propres fabricants qui proposaient des prix en direct moins chers. J'ai dit là, ça va être compliqué, même si j'expliquais que le produit ne pouvait pas se dissocier de l'homme et du service qui lui associait. Ça devenait vraiment très compliqué. Je me dis, le seul moyen de sortir de ça, c'est de proposer du service vraiment. Et là, le service, il peut difficilement être mis en concurrence avec les machines ou des flux de vente. Et c'est pour ça que je suis rentré sur cette prestation de service et je suis rentré en mode projet. Et dès que j'ai dit, allez, on y va, dès la première année, on est passé on avait un peu évolué, hein, à l'époque, des 7-8 collaborateurs dont tu parlais à l'issue, on était devenu une vingtaine. Et là, je suis rentré sur ce mode projet et j'ai industrialisé au sein de l'entreprise ce métier pour passer après 250-300 collaborateurs dès la deuxième année. Alors, qu'est-ce que c'était le métier précisément ? Alors, le métier très précisément est très simple. Ce nouveau métier sur lequel tu es allé. Ce nouveau métier qui rentrait au privé était d'aller chez l'usager qui consommait de l'électricité et du gaz, à l'époque on faisait les deux, et de relever le compteur. Ah, tout simplement, oui. Donc en fait, toi tu es rentré là-dessus parce que tu avais vu l'opportunité de rentrer chez EDF à l'époque et pour vendre tes solutions historiques, et en fait c'est devenu une activité majeure pour toi parce que ça a fonctionné. Absolument. C'est devenu une activité majeure où on était plus sur la ressource humaine que sur l'aspect technique. Mais par contre, il fallait énormément de rigueur et apporter énormément d'industrialisation sur ce projet qui se faisait un petit peu en mode un peu manuel à l'époque. Hein. Donc l'avènement des ordinateurs portables, des petits PC portables, puis des téléphones portables. J'ai mis aussi des techniques. Les premiers EPI que j'ai achetés à mes techniciens, puisqu'on a démarré dans le sud de l'Auvergne, c'était des skis de fond et une pelle pour aller chercher les compteurs au plus près et ramener un maximum d'index, ce qui a fait que Enedis maintenant, mais ERDF de l'époque, nous a regardé avec une attention particulière. Et ensuite, l'ouverture des marchés s'est faite et c'est parti. Là, on n'a pas de temps de la manière dont j'ai explosé un peu ce marché-là. Mais c'est parti très, très vite. Et ensuite, d'autres métiers connexes sont arrivés dont on peut évoquer. Et tout ça, ça t'a conduit en 2008, je crois. Les choses ont commencé à changer un peu à ce moment-là, après cette période un peu euphorique de croissance sur un métier nouveau où ça semble, quand on t'entend raconter, assez facile. D'ailleurs, ça venait pas un peu en opposition avec ton métier historique, toute cette énergie que tu as dû consacrer à cette nouvelle activité en croissance forte? Est-ce que ça n'a pas un peu limité la croissance du métier historique? Comment est-ce que tu as réussi à mettre ton énergie sur les deux volets? Alors, j'ai mis d'énergie sur les deux volets. D'abord, en apprenant très vite à déléguer
et comprendre le principe de Peters, et que le principe de Peters, il se fait aussi pour soi-même. Et à un moment donné, on devient vite un goulot d'étranglement dans l'entreprise. Donc, si on veut continuer à évoluer et à se faire plaisir et amener des collaborateurs dans un projet entrepreneurial, il faut aussi apprendre à déléguer. Vraiment, apprenez à déléguer. Et ça, donc les compétences, on les a pas toutes. Et j'allais dire que moins j'en savais, plus il fallait que je m'entoure, et plus je me suis entouré, plus je me déployais. Voilà. Alors, des fois, on s'entoure à mauvais escient, on prend pas toujours les bons collaborateurs, mais on apprend aussi. Je suis pas très bon dans l'embauche, hein. Je fonctionne un peu trop à l'affect. Mais c'est que comme ça qu'on peut devenir le premier ami de son entreprise, de faire confiance aux autres. Et se déployer tout seul, forcément, ça limite. Il y a quelques exemples rares dans notre monde qui font que certains ont des compétences multiples, mais on les a pas toutes. Et donc, il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire, et ce qu'on ne sait pas faire ou pas bien faire, le donner à d'autres. Et c'est ce que j'ai fait. Donc tout ça, c'est une première partie de vie d'entrepreneur qui est quand même assez gratifiante et satisfaisante. Et puis, du coup, on le disait tout à l'heure, il y a eu un moment où tu as connu un retournement de situation. On appelle ça une crise. Et c'est intéressant que tu nous dises en quelques mots comment elle est arrivée et puis surtout comment tu l'as vécue. Parce que quand on a réussi d'un seul coup de vivre ces difficultés, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu les as vécues? Oui, d'abord, il y a eu plusieurs crises, hein, Bruno, ouais, et plusieurs crises. Alors, on peut appeler ça une crise, c'est une manière diplomatique d'appeler ça un échec ou des erreurs de management ou des erreurs de stratégie. Appelons-le comme on veut, mais ce sont des erreurs qui ont été ultra constructives pour la suite, mais j'en ai fait d'autres différentes. Et je construis un peu la maturité du chef d'entreprise se construit aussi sur les erreurs. Ça, c'est anglo-saxon, c'est pas français, mais ça, c'est en train d'évoluer. On parle vraiment de ces échecs. Et à partir du moment où on les intègre, on arrive à avancer. Donc, le premier échec, tu l'as évoqué. D'abord, c'est cette énorme évolution qui m'a permis de comprendre ce que c'était besoin en fonds de roulement. Et j'ai très, très vite manqué d'argent. Car ce développement-là, il fallait payer les salaires et toutes les charges inhérentes que tous les entrepreneurs connaissent, avant même d'avoir les recettes et de facturer. À l'époque, la LME 2010 n'existait pas, hein, donc quand on facturait, on recevait l'argent sur le compte 3, 4, 5, 6 mois après. Donc imagine un peu la notion de BFR. Donc ça, j'ai compris ce que c'était. D'ailleurs, peut-être c'est l'occasion de dire que la plupart des entreprises qui déposent le bilan le déposent parce qu'elles sont dans une période de croissance et qu'elles ont sous-estimé le besoin en fonds de roulement. Bien plus que d'entreprises qui sont en déclin. Absolument, c'est paradoxal, hein. Quand on remplit le carnet de commandes, il y a des warnings qui se mettent en place et il faut vite en parler aux banques et expliquer. Le banquier, il faut lui parler, il faut lui dire en amont tout ce qui risque de se passer et il le comprend. Si on lui fait subir une situation et on dit mais là voilà où ils aiment pas bien. Donc ça s'anticipe, hein. Mais toi, à l'époque, tu ne connaissais pas le besoin en fonds de roulement? Non, je n'avais jamais entendu le mot. On était une vingtaine, ça marchait très bien, l'entreprise marchait très très bien sur les standards que j'avais mis en place et j'avais beaucoup de trésorerie, donc non, je connaissais pas ce problème-là. Et là, je l'ai découvert très très vite et puis j'ai perdu beaucoup d'argent dès la première année. En 2006, pour 7 millions d'euros de prestations d'un coup, je perdais 1 million d'euros. Donc, tout le monde était contre moi et mes collaborateurs. On dit, mais Rémi, pourquoi on va sur ces marchés-là? Tu vois bien ça. Donc, j'ai changé de paradigme encore une fois, hein, un mot que j'adore, qui est très, très moderne et qui veut dire beaucoup. Et dès 2007, j'ai changé et j'ai remis en route l'entreprise. Elle était ISO en termes de résultats et 2008 est arrivé effectivement à nouvelle crise. Alors, les subprimes. Les subprimes. Et je pensais pas, j'avais pas imaginé que ça aurait une telle incidence sur nos affaires. Et j'ai pas été intelligent sur le coup, puisque je me suis dit, tout le monde se recroqueville. Écoutez, non, moi j'ai du travail, ça marche, je vais embaucher, je vais prendre des compétences pour être prêt dans une sortie de crise. Ça va durer 6 mois, ça va pas durer cette affaire. Et moi je vais être prêt avant les autres et j'aurai des bonnes compétences pour développer. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on dit souvent que l'entrepreneur ne prend pas les mêmes chemins que les autres. Oui. Et c'est ce que tu as fait, mais là, ça n'était pas pour une non, là, j'aurais dû suivre un peu le chemin des grandes entreprises. Je me suis planté et j'ai consommé
effectivement toute ma trésor, et ça a été assez compliqué. Et c'est là où j'ai dû faire un appel de fonds au niveau d'un privé et au niveau d'une banque pour ramener de l'argent frais et ramener un petit peu plus de rationalité dans mes affaires. Est-ce qu'on peut parler d'excès de confiance? Oui, absolument. C'est ça que tu as vécu? C'est exactement ça. Exactement en fait, ça. Tu étais dans un schéma de réussite jusqu'à présent, donc tout te réussissait. Au fond de toi, il y a quelque chose qui te disait, il n'y a pas de raison que ma vie d'entrepreneur ne continue pas de me sourire. C'est ça qui s'est passé? C'est exactement ça, Bruno. Jusqu'à nier la réalité. Jusqu'à faire un déni de réalité. Un déni. Et surtout que dans mon mode de management et dans ma gouvernance, je n'avais aucun contre-pouvoir. Et c'est ça le drame. Attention dans les gouvernances de se mettre un contre-pouvoir, car on est toujours le pire ennemi. Le pire ennemi d'une entreprise, c'est soi-même. C'est son dirigeant, son envie, sa soif d'entreprendre. En tout cas pour moi, ma soif d'entreprendre, qui m'a été à ce moment-là assez dramatique. Et c'est là où j'ai dit je vais mettre un contre-pouvoir, mettre en place un comité stratégique, et donc là j'ai pris des gens de l'extérieur et j'ai fait un comité stratégique et leur donner de ne pas dire oui à tout ce que j'entreprenais et tout ce que je voulais faire, mais me montrer que je me trompais et il fallait me le démontrer. Par contre, ça, emmener les gens avec soi, donc c'est vendre ses projets, je sais faire un peu trop. Et par contre, il me fallait vraiment des gens qui me disent non, Rémi, là ça va pas. Tu vas te planter. C'est pas ton modèle économique. Réoriente-toi là-dessus. Et ça a fonctionné. Et ça m'a évité d'autres erreurs, mais j'en ai fait d'autres encore par la suite. On va en parler. Donc après cette erreur stratégique, tu réussis à refinancer parce que ta trésorerie avait fondu, tu mets en place un comité stratégique parce que tu te dis que d'être tout seul, c'est pas bon, et donc les affaires sont reparties, c'est ça? Les affaires sont reparties sur des modèles économiques effectivement un petit peu différents, avec des formations très précises, très ciselées, avec l'argent était mis vraiment là où il y avait une efficience économique et un retour sur investissement direct. Et après, d'autres marchés sont arrivés. Avec la technologie qui change aussi, donc le fameux compteur Linky qui allait se mettre en place. Je savais qu'il allait se mettre en place et je voulais être absolument dans ce marché-là parce que c'était la transformation d'un de mes marchés, notamment la relève de compteurs qui disparaissait. Et puis entre-temps, j'ai eu d'autres activités qui se sont déployées dans d'autres. Je voulais pas tomber dans la dépendance économique, même si j'y suis tombé un peu quand même, puisque j'ai pris énormément de marchés très très vite. J'ai parlé de 250 salariés, on est monté jusqu'à 400, 500, 600, jusqu'à 1500 salariés en pic. Mes équipes avaient 1500 fiches de paye à faire, c'était pas du tout prévu non plus tout ça, en tout cas à l'initial. Mais le cumul d'un métier qui s'arrêtait et d'un métier qui démarrait m'a amené à vraiment un cumul de ressources humaines et à structurer l'entreprise d'une manière différente. Et puis d'aller sur les marchés de l'eau et les marchés du gaz et des marchés du thermique et des marchés du photovoltaïque. Donc vraiment une boulimie, peut-être, j'ai lancé le mot, une boulimie d'entreprendre. D'entreprendre et qui arrivait parce que il y avait cet Eldorado dans le monde de l'énergie qui était là et je voulais être un petit peu peut-être sur tous les fronts jusqu'à ces dernières années. Là, on va arriver maintenant sur l'histoire plus récente. Alors, l'histoire plus récente. À l'issue de cette euphorie, je savais que le compteur Linky allait s'arrêter. On avait 6 ans pour le déployer. Et puis quelque chose qui n'était pas prévisible, le Covid est arrivé. Et là, il y a eu un avant et un après. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu un avant et un après. Quand le Covid est arrivé, quand le gouvernement a annoncé les mesures qu'il allait mettre en place, qu'il fallait mettre en place dans l'entreprise, j'ai eu un appel du comité de direction d'Enedis qui me disait « Rémi, il va falloir arrêter toutes nos activités d'un coup, dès le lundi. » Ils m'ont rappelé le dimanche, lundi, tu arrêtes tout. On ne veut plus un technicien sur le territoire. GRDF a fait la même chose. Dans les métiers de l'origine, on fait la même chose. Imaginez, vous avez 32 agences.
Vous avez 1500 collaborateurs et Tout il fallait s'arrête. faire un CSE extraordinaire où je allais leur dire, vous allez maintenant arrêter de travailler, restez chez vous. Alors je peux vous passer toutes les questions qui me passent dans l'esprit, dire je fais plus de chiffre d'affaires, je ne sais pas combien va durer cette épidémie, je ne sais pas, on est face à l'inconnu. Donc face à l'inconnu, eh bien on se recroqueville pas, hein, c'est pas, on ferme pas nos frontières, mais on arrête de sortir de l'argent et on rentre tout ce qu'on peut. Ça c'est le premier réflexe. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait appel à un PGE. Tout de suite, même si j'en avais pas besoin, mais j'ai dit on rentre et on verra. On thésaurise et après on rassure notre personnel. Et première mesure, j'ai appelé l'ensemble de mes personnels et je leur ai dit voilà, vous allez rester chez vous, mais vous allez avoir la totalité de votre salaire. Vous ne serez pas en chômage partiel, vous aurez la totalité de votre salaire. Je ne voulais pas rajouter du stress au stress. Et c'est parti comme ça. Et on a passé cette période Covid, comme tout le monde, hein, en courbant les chines et en attendant que ça revienne. Et là, ce qui s'est passé, un engouement extraordinaire de l'ensemble des collaborateurs à l'issue, se sont remis au travail à une vitesse et un engouement qui nous a permis de faire une année 2021 hors norme en termes d'exploitation, de résultats et d'engouement et c'était magnifique. Bravo à tous. Ouais. Mais quand tu étais dans cette crise-là, j'imagine, et tu l'as évoqué, tu avais ce sentiment de confusion puisque on ne voyait plus rien au bout de son nez, quoi. La visibilité était nulle. Est-ce que tu as été angoissé aussi? Alors angoissé, je sais pas si ce terme angoisse. J'étais dans le questionnement, dans la remise en question, qu'est-ce qu'il faut faire, plus dans le questionnement que dans l'angoisse. Parce que l'angoisse, elle est paralysante. J'étais pas paralysé, j'étais vraiment encore une fois dans l'action. Et il était urgent d'agir et de se positionner pour l'après-crise tout de suite. Donc plus que dans l'angoisse, dans le stress, oui, ça je te le cache pas. Mais j'aime bien un deuxième mot qui est le mot résilience. Et ce mot-là, même s'il est un peu galvaudé à l'heure actuelle, je l'ai mis en tout cas en ce qui me concerne, à rude épreuve. Et j'ai une échelle de résilience, j'ai un curseur que je monte régulièrement. Hein. À chaque fois que je me trouve devant une incertitude, dans une période de stress intense, je prends mon curseur, je le monte d'un cran, et ça me permet de passer cette étape avec le plus de zénitude possible. C'est un peu, ça ferait pas preuve d'humilité ça, mais en tout cas de le passer avec à terre, hein, qui est ce qu'il est, de prendre avec beaucoup d'optimisme la situation. Mais il ressemble à quoi, là, ton résiliomètre, concrètement? Alors, mon résiliomètre, il a encore été soumis à rude épreuve dernièrement. Concrètement, oui. C'est quoi? C'est dans ta tête? C'est mentalement? C'est dans ma tête. C'est dans ta tête. Oui. Mentalement, je décide devant une épreuve de dire, OK, cette épreuve, on va la passer. Ça sert à rien d'angoisser. Il y a des situations pires pour tout le monde et dans notre monde actuel, hein, ce qui permet aussi de prendre toujours ce fameux recul. Je ne suis pas mon entreprise. Mon entreprise va mal, mais moi je vais bien. Mais moi je vais bien. Oui. Et je vais faire en sorte qu'elle aille bien. Et c'est de ma responsabilité. Toujours se sentir investi d'une responsabilité. Toujours réfléchir. Rien n'est acquis. J'ai une remise en cause systématique, quasi quotidienne de la situation telle qu'elle est. Je fais ça tôt le matin et je mouline un petit peu la situation pour pouvoir l'appréhender d'une manière récurrente dans la meilleure des situations possibles avec ma caractéristique propre qui est l'optimisme. Je déborde d'optimisme. Qu'est-ce que ça m'a aidé? Alors ça se sent, hein. Je me permets de te dire que ça se sent. Oui, alors bien sûr, ça m'a généré des travers, des erreurs, etc. Un engouement de l'enthousiasme débordant qui quelquefois un petit peu antagoniste par rapport à un bon management. Oui, parce que l'optimisme poussé à son extrême, ça peut paraître, ça peut être de l'utopie, hein, aussi. Hein. Oui, absolument. Tous ces garde-fous, tous ces garde-fous qu'il faut absolument. On déborde d'optimisme, il faut des garde-fous.
de. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, pour terminer sur ton entreprise, et merci de nous avoir partagé ces péripéties qui nous font prendre conscience que la vie d'entrepreneur, c'est jamais linéaire. Aujourd'hui, ton entreprise en quelques chiffres, et activité, comment la décrire? Alors Rapidement. Aujourd'hui, j'ai eu un autre virage qui était l'arrêt du Linky, pour moi, qui a été un arrêt brutal, avec une forte rupture économique, qui m'a dû me générer 3-4 ans avant une remise en cause de mon modèle et donc un retour stratégique. Mais là, tu as pu anticiper. Oui, j'ai anticipé, mais pas toujours de la bonne manière. J'ai été sur des métiers, de nouveaux métiers, le développement de bornes électriques pour les marchés de véhicules électriques, où j'ai été un petit peu trop tôt, avec trop de monde, avec des modèles économiques radicalement différents de ce que je connaissais, avec la mise en place de bureaux d'études, avec une polyvalence de mes techniciens qui était peut-être pas forcément là, avec une grosse formation que je leur ai demandé dans le même temps. J'ai demandé peut-être beaucoup, trop rapidement, et je me suis planté et ça m'a coûté très, 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 très cher. Tu as peut-être privilégié le redéploiement sur d'autres activités, alors qu'il aurait fallu aussi faire un peu de repli. Exactement, j'aurais dû faire du repli plus tôt, et c'est on va dire ma trésorerie et la situation qui m'a obligé à faire ce repli que je me refusais, toujours peut-être en forme de déni à faire, et que j'ai fait au forceps avec une société qui s'appelle OTI France, que j'ai dû mettre en redressement, puis liquider. J'ai appris ce que c'était, ces procédures-là, qu'il faut faire le plus tôt possible pour l'approche de redressement. C'est pas une sanction, ça peut être vraiment une manière de se redéployer. Moi, je l'ai fait un peu tard, trop tard. Voilà, donc j'ai liquidé mon vaisseau amiral et j'ai surfé sur les 5 autres filiales de mon entreprise. Alors, ils font quoi, en quelques mots, les activités? En quelques mots, alors voilà, ça va être du BTP, du travaux publics dans le domaine de l'énergie sur Toulouse, avec une société Câblage Occitan qui déploie les raccordements électriques, toujours pour accompagner Enedis dans son développement et dans sa stratégie de développement. Donc, on est là à leur côté, mais sur une approche directe avec des métiers nouveaux. Donc, le travaux publics, le raccordement, la mise en place toujours des bornes électriques, mais pour Tesla exclusivement, sur des gros chantiers. Après, je vais dans le thermique avec GRDF, avec les acteurs, des grands bailleurs sociaux, où je fais de la maintenance de chaudières. Ça revient. C'est toujours mon ancien métier dans le chauffage. Donc là, j'ai une entreprise de plomberie, de thermique, maintenance thermique, une autre entreprise où on construit des réseaux. Alors celle-là, une vraie pépite, où on construit des réseaux de transport d'énergie de très haute intensité, très haute puissance, liaison raccordement puissance, où on transporte l'énergie non plus dans des câbles, mais dans des gaines, où on fait des réseaux pour les data centers, pour des gros consommateurs d'énergie. Et puis j'ai une autre filiale dont je peux pas trop évoquer, où je travaille pour le ministère de l'Intérieur, avec là aussi une opportunité qui m'a été donnée, sur lequel j'ai surfé à un moment donné, et heureusement que je l'ai fait. Et là, j'ai appris avant notre interview que j'étais attributaire d'un énorme marché qui relance encore une fois cette activité et le groupe. Voilà, merci. C'est un travail d'équipe encore. Et puis une autre activité où je travaille avec les propaniers, où je fais énormément de maintenance de réseau pour les propaniers, que ce soit Antargaz en l'occurrence, où on les aide à rénover et à tenir en haute technologie leur réseau de distribution de gaz propane. Voilà un peu toutes ces activités. Super. Alors, disons que tout ça s'est réuni sous le groupe Oviance, O-V-I-A-N-C-E. J'imagine que pour porter chacune de ces activités, tu as des dirigeants qui sont autonomes, responsables, et que toi, en tant que dirigeant du groupe, tu es beaucoup en accompagnement, coaching de ces dirigeants. C'est ça. Je suis parti sur un modèle où j'ai appris de mes erreurs, où on était trop, avec nos responsables d'agence, on était trop centralisés en termes de pouvoir et d'action au niveau du siège. Et c'est pas bon, parce que mes directeurs d'exploitation, mes responsables d'agence de l'époque, n'avaient pas conscience que ce que c'était toutes ces charges sur lesquelles on était soumis. Et là, j'ai revu complètement mon modèle économique et j'ai mis des directeurs d'exploitation par filiale en leur donnant une grande latitude et beaucoup plus de prérogatives, tant sur leur budget que la réalisation de leur budget, et en leur expliquant ce que c'était
vraiment une contrainte salariale, toute la masse salariale, la gestion d'une flotte de voitures, etc. Tout ce que ça coûtait. Et ils savent le faire maintenant. Maintenant qu'ils ont compris, pour eux, ils gèrent très très bien leur entreprise, ce qui me permet moi d'avoir une latitude supplémentaire et une bande passante pour pouvoir raisonner plus large. Eh bien, super. Et à stratégie de futur. Merci pour cette transition. Eh bien, ça va nous permettre maintenant de parler un peu de ton engagement à Réseau Entreprendre. Et déjà, peut-être en commençant par nous raconter comment tu as croisé le chemin de Réseau Entreprendre. J'ai croisé le chemin de Réseau Entreprendre encore une fois par des rencontres, par un fournisseur de voitures à l'époque en 2006, qui m'a fait rencontrer quelqu'un qui était président de Réseau Entreprendre à l'époque. En Auvergne. Ouais. Et Réseau Entreprendre, si je devais résumer, c'est effectivement l'accompagnement de chefs d'entreprise par des chefs d'entreprise, mais c'est lutter contre la solitude du chef d'entreprise, qui est un vrai fléau parce qu'on s'en aperçoit pas. On sait pas trop comment la solitude du chef d'entreprise. Et Réseau Entreprendre, c'est ça. C'est vraiment casser cette solitude. Et je l'ai découvert par le président de l'époque, qui je démarrais mon activité de relève de compteur, donc j'avais déjà plus de 200 salariés, je partais sur un peu l'inconnu et je me posais des questions, comme je le disais tout à l'heure, sur ce qui me construit, ces questionnements, cette remise en question, et j'explique ça à ce président. Il me dit mais c'est qui ton entreprise, t'as 200 personnes en Auvergne, on n'a jamais entendu parler, mais il faut que tu rejoignes Réseau. Et il m'explique ce que c'est Réseau. Et je suis rentré dans Réseau Entreprendre à l'époque, non pas dans le Start, le programme Start qui est de démarrage, mais dans de la création, mais en qui est dans développement. Le programme de la dynamique en développement. Donc tu as été accompagné. Voilà. Et j'ai été accompagné. J'ai été accompagné avec cette prise de recul et qui m'a apporté énormément de réponses à ces questions quotidiennes que je me portais, que je me dis mais comment je vais, où je vais, comment je vais y aller. Et Réseau, c'est ça. Et j'ai découvert ce réseau et donc je suis devenu lauréat Réseau Entreprendre cette année-là et j'ai démarré en 2007, lauréat 2007, cet accompagnement pendant 2 ans, 2007 jusqu'à 2009, et j'ai été transporté par cette énergie que me donnait Réseau, qui m'a donné, et il y a une valeur de fond dans Réseau qui est la réciprocité. Quand on a reçu, on donne. Si on pouvait tous écouter ça, quand on a reçu, on se doit de donner. Et donc, j'ai dû donner. Et je suis rentré comme engagé dans l'association. Mais à cette occasion, j'aimerais évoquer le souvenir d'André Mullier, le fondateur de Réseau Entreprendre, que j'ai eu la chance de bien connaître parce que j'ai été le DG de Réseau Entreprendre alors qu'il y vivait toujours. Et je trouve vraiment génial ce qu'il disait à propos de la réciprocité, c'est que je vais donner parce que j'ai reçu, mais si je donne à celui qui m'a si je rends à celui qui m'a donné, je suis un cul-de-sac, alors que si je rends à d'autres, je suis le maillon d'une chaîne. Et je trouve ça vraiment puissant, parce que aujourd'hui, tu as reçu, toi, dans ton parcours d'entrepreneur, des gens qui t'ont accompagné, et maintenant, tu rends plus globalement à d'autres entrepreneurs que tu côtoies et tu le rends d'une façon engagée puisque tu es devenu le président de ce réseau magnifique. Absolument. Au sens large, quand on dit on a reçu, on donne, on a reçu, chaque entreprise reçoit son économie locale et elle se doit à son tour, au tout moins l'entrepreneur qui la représente, se doit de donner à lui-même et pas uniquement de prendre à tout va, mais de donner à son économie. Et pour donner à son économie, eh bien, faut donner du temps à ceux qui la créent, à ceux qui la mettent en marche. Et c'est ces repreneurs d'activités, c'est ces créateurs de sociétés, d'activités, ces entrepreneurs dans l'âme qui ont besoin d'être accompagnés par des mentors, qui ont connu tous les embûches que j'ai évoquées un peu tout le long de mon parcours et d'autres pour leur expliquer que non pas faire le travail à leur place et prendre des décisions à leur place, surtout pas, mais surtout leur donner ce recul et cette maturité, cette expérience qui leur permet de prendre les meilleures décisions. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une entreprise accompagnée, c'est 95% de pérennité à 3 ans, 93% à 5 ans, versus à peine 40% pour un entrepreneur qui n'est pas accompagné.
Les chiffres, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes à 5 ans. Ouais. Donc c'est majeur. Alors, puisqu'on est sur les chiffres, est-ce que tu peux donner quelques chiffres clés sur Réseau Entreprendre, qu'on comprenne le nombre de membres, d'implantations, de lauréats qu'on accompagne chaque année? Réseau Entreprendre, maintenant, c'est 65 associations. Réparties sur tout le territoire. C'est 130 implantations, puisqu'il y a des associations qui territoire national, mais aussi à l'international. Mais l'international, effectivement. Ouais. Donc 130 implantations et notamment 10 implantations à l'international. Essentiellement Europe, mais aussi Afrique du Nord, et puis même une au Afrique noire aussi, je crois. Ouais, tout à fait, Afrique noire et enfin Afrique du Nord, essentiellement Sénégal, Maroc, Tunisie, oui. Et puis d'autres puisque notre modèle est énorme et il s'exporte très très bien en tenant compte effectivement des spécificités de chaque pays. Donc la Suisse l'a bien compris, l'Italie l'a compris, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, entre autres, ça fonctionne très très bien et ça donne une énergie de dingue et d'avoir une multipolarité culturelle aussi enrichie. Réseau Entreprendre, c'est 16 000 membres, répartis sur l'ensemble de ce territoire. Ces 16 000 membres, c'est plus de 340 salariés, avec à la tête une entité qui s'appelle une fédération de Réseau Entreprendre, dont j'ai l'immense joie effectivement maintenant de présider quand les deux Olivier de l'époque, Olivier Lachevannerie et Olivier Lamarque, le directeur général actuel, m'ont appelé pour m'ont demandé, Rémi, on a pensé à toi pour la présidence de la fédération, puisque j'étais devenu, dans le cadre de la réciprocité, à l'époque président de Réseau Entreprendre, Auvergne, mon pays, de naissance. Ah oui. Et quels sont les grands enjeux pour Réseau Entreprendre que tu portes en tant que président dans ton mandat aujourd'hui? C'est quoi les enjeux qui s'ouvrent, qui se présentent? Alors nous sommes à l'heure actuelle justement en train de finaliser ce qu'on a appelé Horizon 2030, donc la stratégie de 2025 à 2030 sur les 5 prochaines années, qui vont tenir compte de ce changement de paradigme actuel que l'on est tous en train de vivre. Des paradigmes sociaux, culturels, d'évolution de notre économie dans tous les sens du terme. Et on se doit, nous, Réseau Entreprendre, d'en tenir compte pour envisager l'accompagnement d'une manière peut-être différente, résolument moderne encore, qui colle beaucoup plus aux aspirations de nos nouveaux porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs, de plus en plus puisque le Covid a généré énormément d'envie de nos dirigeants actuels de céder leur entreprise pour passer à autre chose et laisser le flambeau à des jeunes, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont un peu épuisés, parce qu'ils ont envie de penser peut-être un peu plus à eux maintenant, et puis surtout difficile d'avoir une approche de notre nouvelle génération actuelle, qui c'est pas sans jugement, savoir qui a tort, qui a raison, c'est pas le sujet, mais la solution de travail que l'on avait nous à l'époque, quand je dis à l'époque, je parle avec du vieux-conisme, mais il y a une quinzaine d'années, avec empiler les heures, c'est plus du tout l'état d'esprit actuel de nos jeunes qui portent les projets, mais c'est maintenant eux, ils ont l'efficience vraiment accrochée aux lèvres systématiquement, dire faire beaucoup avec peu, beaucoup d'énergie, générer beaucoup de sujets avec peu d'énergie, et placer aussi leurs intérêts personnels, de la famille, du loisir, et pas uniquement le travail pour le travail. Et ça, c'est peut-être eux qui ont raison, et nos dirigeants actuels ont un petit peu de mal avec cette approche. Ils ont une valeur travail, c'est pas qu'ils l'ont plus, mais ils ont une valeur travail différente. Donc, il faut faire avec tous ces changements, et c'est ce à quoi Réseau Entreprendre et la Fédération, avec l'ensemble des composants, des associations, nous travaillons pour apporter sur le nouveau modèle d'accompagnement. Sur le nouveau modèle d'accompagnement. D'accord, ok, merci Rémi. Alors, j'imagine que président, et je sais, parce que j'en ai côtoyé des présidents de Réseau Entreprendre, je sais que c'est un engagement important. Comment tu arrives à concilier tout ça avec ta vie de chef d'entreprise, qui est déjà prenante? Comment ça fonctionne? Et puis, j'aimerais bien que tu me dises aussi, parce que même si tu donnes, je suis persuadé qu'avec cet engagement Réseau Entreprendre, tu reçois beaucoup, et que peut-être aussi ça vient nourrir toi-même, mais aussi ton entreprise. Tu veux nous parler de ça? Tu as tout dit, Bruno. Cette notion de présidence de la fédération, d'abord, est très complémentaire
ultra complémentaire de l'activité de chef d'entreprise. Elle me nourrit de l'énergie globale de tous les projets que je peux côtoyer. Et ça, c'est ce que j'essaye aussi de m'expliquer à mes banquiers. Mais Rémi, ça serait bien que tu te concentres un peu plus sur ton entreprise. Et j'essaie de leur expliquer, mais je suis concentré sur mon entreprise. Je n'ai jamais été aussi concentré sur l'entreprise depuis que je suis à Réseau Entreprendre, parce que ça me nourrit d'une multitude de matières de réflexion que je mets au profit de moi-même et de mon entreprise. Donc, c'est un engouement terrible et ça me cultive mon énergie. Ça enrichit sans doute le regard, ça donne plus de pertinence au regard que tu portes à ta propre entreprise, j'imagine. Exactement, ça me permet, donc c'est la réciprocité des actions, mon regard sur l'entreprise me permet d'avoir un regard sur la fédération et sur le monde de l'entreprise au sein de Réseau, et ce que Réseau m'apporte, je le mets au profit de mon entreprise. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui s'opère et que mes collaborateurs ont bien compris, que je leur avais expliqué à l'époque où j'étais effectivement moins présent. Mais je rappelle que j'ai commencé ce podcast sur la base de savoir déléguer, donc bien s'entourer. Et un prérequis pour prendre une présidence d'une fédération, quelle qu'elle soit, je pense, ou un autre engagement local, un autre engagement municipal. Voilà, la politique, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il faut être bien accompagné et être sûr qu'on a une bande passante complémentaire à donner à cette mission qui, oui, prend du temps, mais elle prend du temps sur la représentation, sur l'état d'esprit, pas forcément du temps compté en temps d'heures, parce qu'on a au sein de la fédération, il y a une cellule opérationnelle, il y a une équipe opérationnelle dirigée par Olivier Lamarck, le directeur général, de 25 personnes, qu'on salue, Olivier, toute son équipe d'une 25 personnes opérationnelles, vraiment très efficace, très efficiente pour le coup, et qui permet vraiment de mener à bien cette mission de Réseau Entreprendre. En fait, ce que je comprends, une des plus grosses associations entrepreneurs. Ce que je comprends, c'est que cette équipe opérationnelle démultiplie ton engagement. C'est-à-dire que quand toi, tu donnes un doigt, grâce au travail de l'équipe derrière pour mettre en œuvre, c'est tout un bras qui est donné, quoi. Oui, complètement, même plus, et même plus. Et même plus. Il passe, et même plus. Mais c'est pas par calcul, c'est naturel. Voilà, vraiment. Et j'en profite pour vraiment remercier le travail formidable qu'ils font et toutes les associations et tous les membres de l'asso qui sont bénévoles. On est la seule association où on paye une cotisation pour donner de son temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça montre quand même les valeurs, où elles se situent. Ouais, mais pendant qu'on parle de ça, moi j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs de France que on est dans un pays quand même extraordinaire pour entreprendre parce qu'il y a une quantité d'offres, d'accompagnement, de réseaux, d'associations pour être hébergés, pour être financés, pour être accompagnés. Il y en a à peu près pour tout type de créateurs ou d'entrepreneurs et tout type de projets. Donc, ne restez pas seul si vous entreprenez. Allez frapper à la porte de ces réseaux, de ces associations. C'est une offre considérable qui change la donne, quoi. C'est exactement ça. Donc, on a coutume de dire que chaque association a son couloir de nage. C'est ça. C'est l'accompagnement des projets qui génèrent de l'emploi. Donc ça, c'est notre ADN que l'on cultive, qu'on va continuer à cultiver. Mais il y a d'autres associations qui peuvent correspondre à des projets différents. Et justement, dans ce cadre-là, il y a un projet qui a été organisé pour rassembler l'ensemble de ces associations sous l'égide de BPI, qui a fait une action qui s'appelle Cap Créa, sur lequel le réseau Entreprendre, bien sûr, s'investit comme les autres. Il y a 27 associations entrepreneuriales avec chacune de leurs couloirs de nage. Et chaque entrepreneur, de l'auto-entrepreneur jusqu'au gros, trouvera sa solution pour être accompagné et trouver et ne plus rester dans la solitude et d'avoir tous les marques de la réussite, aussi bien personnelle que collective. Rémi, je vais te proposer un petit exercice. Imagine que tu sois en train de préparer l'écriture d'un livre, parce que tu es un homme de conviction, tu as une expérience riche, tu as connu des succès, des échecs, tu as appris, tu as développé de la résilience, et je sens que tu as des messages à partager. Si tu devais écrire un livre et qu'il y avait un message par chapitre, ça serait quoi les thèmes de tes chapitres, les grands messages que tu veux partager aujourd'hui? Alors, le premier message, c'est de croire en soi. Croire en soi, occulter tout ce qu'on peut vous dire autour de vous,
Ayez confiance en vous, en votre envie d'entreprendre si vous l'avez. Le meilleur entrepreneur de votre vie, c'est vous. Ça, c'est un chapitre à part entière. Premier chapitre. Et puis, premier chapitre. Deuxième chapitre, ne faites rien tout seul. Écoutez, on nous a fait avec 2 oreilles et une bouche. Donc, on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. Toujours écoutez, soyez bien entourés, entourez-vous de compétences que vous n'avez pas et ne restez pas seul. Accompagnez-vous, soyez accompagnés par des gens qui sont aussi. Alors, ne soyez pas accompagnés par n'importe qui. Attention. Je me suis entouré aussi. J'ai fait des erreurs dans mon entourage. J'ai pas forcément toujours pris les collaborateurs que j'aurais dû, mais bon, c'est aussi ça l'apprentissage. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Mais surtout, au sein de réseaux, comme on partage des valeurs communes, on est sûr de trouver des gens de valeur qui partagent ces communes. Donc là, Donc, premier chapitre, croyez en vous. Deuxième, ne faites rien tout seul. Ton troisième chapitre, ça sera quoi? Faites-vous plaisir dans ce que vous faites. C'est la quête du Graal. C'est pourquoi posez-vous la question de pourquoi on fait tout ça. Le sens, le fameux sens, le sens de la vie. J'adore ce film de Monty Python, très qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Je vous invite à regarder ce film très décalé. Je suis moi-même décalé, mais alors celui-là, il l'est. Le sens de la vie. Donc, effectivement, ce sens de la vie, c'est prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. C'est vraiment, si vous pouvez faire ça, je pense que la réussite du projet, quel qu'il soit, c'est pas le nombre de salariés, c'est pas l'argent que vous gagnez, c'est l'engouement que vous allez gérer autour de vous, l'engouement que vous allez prendre, l'énergie que vous allez donner et celle que vous allez recevoir et le plaisir que vous allez en retirer. C'est ça, réussir sa vie. À mon sens, en tout cas, c'est celui que je trouve. Voilà, donc. Et ton quatrième chapitre. Et quatrième chapitre. Oui. Je te laisse. Eh bien, ça serait une synthèse de tout ça. Quand vous êtes bien accompagné, que vous savez exactement ce que vous faites, que vous êtes à la place où vous êtes, eh bien, vous êtes en marche pour pouvoir donner autour de vous autant de bonheur que vous en recevez. Et il n'y aurait pas un chapitre sur l'échec et comment passer ces échecs? Tu vois. En filigrane. C'est en filigrane au travers de tout ça. D'accord. En filigrane, la culture de l'échec. L'échec est formateur, et vraiment utilisez-le comme un tremplin systématique et pour rebondir encore plus haut et de meilleure façon, sans arrêt. Prenez-le comme tel. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent tu vas te planter, montrez-leur que c'est eux qui sont dans l'échec. Et vous dans et allez-y, prenez la première valeur de mon groupe. Si j'ai fait ce petit exercice à une époque, la première valeur qui est ressortie, non pas par moi, mais que je partage à 200% par mes collaborateurs, courage d'entreprendre. Courage d'entreprendre. Voilà. On terminera là-dessus, Bruno. Ouais, alors j'ai hâte que ton bouquin sorte. Je ne sais pas si c'était un projet, mais je t'encourage là du coup. Et si tu as besoin d'un superviseur du livre. Pourquoi pas? Voilà. Et alors pour terminer, Rémi, après cet échange, je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a un mot que tu affectionnes particulièrement dans le dictionnaire français? Oui, il y a un mot que j'affectionne, que j'ai utilisé à plusieurs reprises, qui est le mot paradigme. J'aime bien ce mot qui fait plein de mystères à une époque pour moi qui présentait plutôt un caractère un peu scientifique. C'est beaucoup les scientifiques qui l'utilisaient. Et puis, je me suis mis à essayer de le comprendre. Et ce mot-là, paradigme, montre bien la situation, enfin, ce dont l'entrepreneur, en tout cas, se doit de se positionner avec tous les changements qui s'opèrent actuellement. À l'époque, c'était des crises. Là, on est dans des changements radicaux, vraiment, que ce soit sociétal, environnemental. Enfin, je vais pas vous les citer, on les vit tous. Je vais pas tout le monde les vit et avec plus ou moins de malheur et d'acuité. En tout cas, face à ces situations-là, il faut changer complètement notre manière de réfléchir.
l'environnement dans lequel on se trouve pour réfléchir, l'état d'esprit dans lequel on se trouve même pour apporter des réponses, nos réponses. Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et donc faire une prise de recul supplémentaire par rapport aux prises de recul qu'on se doit de faire aussi et que Réseau Entreprendre, mes collaborateurs me permettent de faire, mais prendre encore cette hauteur de vue, le out of the box, j'aime bien cette out of the box, comprendre de l'extérieur, voir un point de vue différent, un angle de vue différent, et donc surtout de changer radicalement notre manière de penser dans un environnement nouveau, et donc changer de paradigme. Eh bien, Rémi Bourdier, merci pour ce temps d'échange. Moi, j'ai pris une leçon, enfin, en tout cas, j'ai fait un plein d'énergie en t'écoutant, un plein d'optimisme, un plein d'enthousiasme, un plein de vie, finalement, parce que finalement, l'entrepreneur, peut-être plus que d'autres, est en vie, parce qu'il a des projets, et une personne qui a des projets, elle est en vie. Voilà. Merci Rémi. Je te souhaite une bonne continuation à la fois dans tes entreprises et pour aider les autres, comme tu le fais si bien, à entreprendre leur vie. Merci Rémi. Benoît. Merci de ce moment. Merci Benoît.